Oui, donc bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je me réjouis de votre participation. J'espère que cette heure que nous allons passer ensemble sera interactive, participative, tout au moins dans une partie de cette réunion réellement, hein. Nous avons comme invité mon ami et associé John Crowley, qui va Bonjour. se présenter en un mot, enfin, ou que je peux présenter en un mot. Il est donc, outre mon directeur, mon associé au sein de Trust Inside depuis quelques années maintenant. John est un grand spécialiste des sciences humaines et sociales, puisqu'il a été le chef de section des sciences humaines et sociales de l'UNESCO au niveau international enfin, il a occupé différentes fonctions, mais pendant 18 ans, il a œuvré au sein de l'UNESCO. Mais précédemment, John a également travaillé pendant plusieurs années comme économiste au sein du groupe Total. Euh, donc, John a à la fois une expérience de l'entreprise privée, du grand groupe privé, mais aussi des institutions internationales dans tout leur charme et leur complexité, avec une vision véritablement globale, internationale des sciences humaines et sociales, ce qui lui donne une profondeur de réflexion que j'apprécie au quotidien dans notre activité commune qui nous réunit en permanence, je dirais. Et je suis très content qu'il soit avec nous pour vous faire profiter de sa science, si je puis dire, de son savoir, mais tout ça dans la simplicité, si je puis dire, sans prétention, sans arrogance. Et voilà. John, donc moi je suis Pierre Vinicki, président fondateur de Trust Inside. J'en prendrai la parole d'ici à peu près un quart d'heure pour rebondir sur les propos que John aura partagé avec nous autour de l'enjeu RH et transformation du travail, comment activer les outils de la confiance. Voilà, je te passe la parole, John. Merci beaucoup, Pierre, de l'aimable introduction. Et effectivement, ce que je voudrais faire dans ce webinaire, en dialogue avec toi et avec vous, les participants, c'est essayer de rapprocher des considérations d'ordre général sur l'évolution de la société, qui viennent des sciences sociales, de l'économie, de l'anthropologie, de la sociologie, de la science politique, de questions très concrètes qui, dans l'entreprise, tiennent aux relations humaines et aux ressources humaines. RH, normalement, c'est ressources humaines, mais on pourrait tout autant le traduire par relations humaines. Et ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, je vais évidemment le décliner en perspective française, mais garder présent à l'esprit, et j'y reviendrai à plusieurs reprises, que ces transformations sont bien plus larges que la seule France, et que parfois d'ailleurs on en voit la forme exacerbée plutôt dans d'autres pays. J'aurai l'occasion d'y revenir. Ces transformations ont été, et ça j'ai pu le constater en participant à des réunions où intervenaient des spécialistes de relations humaines et de ressources humaines, notamment des DRH de grandes entreprises, dramatisées, visibilisées par la pandémie, avec la rupture qu'a impliqué le confinement, puis le télétravail, qui a transformé un certain nombre d'enjeux de gestion des personnes au sein de l'entreprise. Et j'ajouterais, c'est tout aussi vrai des administrations ou du milieu associatif. Beaucoup de ces questions sont totalement transversales. Toutefois, accélérées et visibilisées par la pandémie, ces enjeux, je crois, la précèdent et elle a été, à bien des égards, un révélateur autant qu'une cause de ces transformations. Alors, il y a beaucoup de manières un petit peu abstraites de les formuler. La plus simple, sans doute, serait la suivante. Elle consisterait à dire que l'organisation, dont l'entreprise est évidemment une forme privilégiée, c'est la rencontre de l'organisation précisément, donc de la disposition des ressources matérielles, humaines, symboliques dans l'espace et dans le temps pour produire des résultats, du commandement, qui est une certaine manière d'organiser les humains spécialement autour d'un projet collectif, et puis le partage, qui est un principe de distribution des résultats
de cette action organisée et commandée au bénéfice inégal par nature et qui peut être très différent de ceux qui s'y engagent. Ça, c'est très général, c'est vrai de toutes les institutions, c'est aussi vrai d'une armée que d'une association, et c'est aussi vrai d'une entreprise que d'une administration. C'est un peu trop général, mais ça donne quand même quelques clés de lecture quant aux transformations du rapport à ces principes. Euh, il a été beaucoup dit par les sociologues et ceux qui travaillent sur l'histoire des sociétés que quelque part, la société industrielle, c'est la décalque sur l'économie de l'organisation militaire de la société pour la sécurité publique et la sécurité nationale. Michel Foucault a par exemple beaucoup écrit sur ces thèmes. Du coup, on s'attendrait à constater au fil du temps avec l'érosion de la militarisation, une certaine érosion également de cette organisation par le commandement et par le partage. Si on arrive maintenant à des choses un petit peu plus concrètes, qui là aussi sont révélées, avivées par la pandémie, mais sans doute lui préexistent, ce principe de commandement, on peut le formuler comme un principe de verticalité finalement. L'entreprise, traditionnellement, est verticale, comme le sont les administrations, comme l'organisation politique. Et on avait coutume de considérer, dans l'esprit de la plupart des gens, la plupart du temps, que cette verticalité de commandement et d'organisation impérative des ressources était un prix à payer euh, pour un principe d'organisation efficace qui coordonnerait et affecterait les ressources au service d'un bien jugé collectif. De même, vu du point de vue de l'entreprise, cette verticalité était en relation avec des aspirations, aspirations au salaire, aspirations au statut, aussi bien dans ses formes concrètes que dans ses formes symboliques, aspirations à des acquis sociaux médiatisés par le salariat, donc par le travail et par l'entreprise ou ses équivalents dans le secteur public, qui répondaient à ce que les gens attendaient du travail. Et donc l'idée d'un prix à payer, d'inscription dans une logique verticale en contrepartie de la réalisation de ces aspirations avait son sens. Et enfin, un principe d'engagement qui est familier dans l'entreprise. Pierre et moi allons sans doute revenir tout à l'heure dans la discussion sur certaines des activités de conseil de Trust Inside, où la notion d'engagement qui aujourd'hui pose question au DRH et plus généralement aux directions générales d'entreprise apparaît comme euh, le moment où se révèlent les conflits et les contradictions entre les aspirations, les principes d'organisation et les ressentis de ceux qui travaillent dans l'entreprise. La notion d'enquête d'engagement, en particulier, est une opérationnalisation de ce principe. L'engagement est en gros, pour aller vite, à la fois un vecteur de performance et un vecteur d'identité. Je suis engagé auprès de mon entreprise, ça m'inscrit comme quelqu'un qui lui appartient, et en même temps, je vais être évalué par mes supérieurs à mesure ou à la mesure du degré d'engagement que j'ai au titre de cette entreprise. Celui qui n'est pas engagé, celui qui est un électron libre, celui qui flotte, celui qui n'en fait qu'à sa tête, c'est un problème dans l'institution, un problème qu'on va sans doute chercher soit à enquister par la mise au placard, soit à évacuer par le licenciement ou la démission forcée. Bref, vous reconnaissez un modèle qui a été celui du fonctionnement d'à peu près toutes les institutions, publiques comme privées, pendant très longtemps. Et tout ça tourne, ça n'est, je dis une banalité, autour de la notion de carrière, c'est-à-dire l'idée selon laquelle le travail se structure dans le temps, à travers l'engagement, par une aspiration à la progression régulière du salaire et du statut, amenant bien sûr au bénéfice de la retraite, qui est un aspect du statut qu'on acquiert au titre de son salariat, et où la verticalité est à la fois la contrainte au quotidien qu'on doit subir et la perspective de l'échelle qu'on peut espérer monter au fil du temps pour devenir progressivement soi-même quelqu'un qui est en haut plutôt qu'en bas de cette verticalité. Cette notion de carrière, elle peut apparaître à la fois banale et abstraite, mais quand on regarde comment sont organisées les entreprises,
comment sont organisées les évaluations, les recrutements, la manière dont la notion de potentiel est utilisée pour trier les jeunes selon leur perspective d'évolution, comment sont structurées les conventions collectives, très très concrètement, du point de vue de l'évolution des personnes et de leur classement sur une échelle verticale à la fois de responsabilité et de salaire. On voit que cette notion est inscrite très profondément dans l'organisation de chaque entreprise, mais au-delà de ça, dans l'organisation de la société tout entière. Et je crois qu'il est banal de constater un rejet croissant de ce modèle, qui est notamment visible, et ça, toutes les entreprises le rapportent chez les jeunes. Il y a l'idée selon laquelle la génération Z ne veut plus travailler comme avant. Alors certains diraient donc ne veut plus travailler, ce qui est sans doute totalement faux, mais en tout cas clairement ne veut plus travailler comme avant. Et on a donc du mal à les faire rentrer dans cette perspective, parce que la verticalité, ils n'en veulent pas. Ils aspirent à une horizontalité qui est inscrite dans des engagements sociétaux, qui est inscrite dans la logique des réseaux sociaux, qui est inscrite dans le déclin de la verticalité, y compris dans le monde politique, de telle sorte que les notions de réseau, d'auto-organisation, d'horizontalité des démarches et des engagements est valorisée par des gens qui, du coup, n'entrent pas dans le moule. Et ça, il suffit de lire une plateforme comme LinkedIn pour voir à quel point le constat chez ceux qui sont chargés des ressources humaines dans les entreprises est celui d'une difficulté à ajuster les modèles hérités du passé, des aspirations et de la nature des engagements des plus jeunes, y compris des jeunes très fortement diplômés. Et vous avez peut-être remarqué dans la presse ces comptes rendus tout à fait fascinants de mouvements collectifs de refus, non pas du travail ou du salariat en général, bien que l'aspiration à être entrepreneur de soi-même à travers des startups ou l'engagement associatif est de plus en plus fréquent chez les jeunes, mais en tout cas l'idée selon laquelle le choix de l'engagement salarial est un choix d'engagement de valeur. Euh, il y a quelques années, il y a 2 ans, je crois, de jeunes ingénieurs sortis de l'école d'agronomie ont exprimé au moment de la remise des diplômes leur refus de travailler pour l'industrie agroalimentaire, qui était un débouché majeur de leur école. De même, tout récemment, il y a eu, je crois que c'était l'an dernier, lors de la remise des diplômes à Polytechnique, école la plus prestigieuse, l'une des 2 écoles les plus prestigieuses dans son domaine en France, dont le rayonnement dépasse de loin les études, puisque les grands corps issus de Polytechnique sont encore aujourd'hui un principe structurant d'organisation de l'industrie, dont celle où j'ai commencé ma propre carrière chez Total, comme le disait Pierre, Total étant géré depuis toujours par le corps des mines, qui est donc le corps des ingénieurs polytechniciens sortis dans la botte et qui ont fait l'école des mines comme école d'application. Ce qui est intéressant, c'est qu'aucun étranger ne comprendrait un mot de la phrase que je viens de dire. La botte, c'est quoi la botte? C'est quoi une école d'application? C'est quoi la différence entre un ingénieur du corps des mines et un ingénieur civil des mines? En même temps, beaucoup de Français, mais pas tous, loin de là, il faut avoir les codes, savent immédiatement de quoi il s'agit et comprennent pourquoi un ingénieur du corps des mines et un ingénieur civil des mines dans l'industrie pétrolière, c'est un principe fort d'organisation hiérarchique des responsabilités et des potentiels de carrière. Et donc, il y avait eu un certain émoi autour de la protestation de jeunes diplômés de l'école polytechnique devant la venue dans leur école à l'occasion de la remise des diplômes du PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné, ingénieur du corps des mines, est vu comme le représentant de ce à quoi précisément un jeune polytechnicien aujourd'hui n'aspire pas. Mais ces questions ne sont pas que des questions de jeunes. La question du télétravail, issu de la pandémie, très fortement, ce n'est pas que ça n'existait pas avant, mais ça a reçu une accélération absolument massive du fait de cet événement sociétal, ne concerne pas que les jeunes, loin s'en faut, et a révélé un conflit latent entre les aspirations des gens autour de l'organisation de leur temps et de leur activité, et donc sur la nature des tâches, la nature du commandement, la nature de l'organisation
dans l'entreprise et les principes hérités du passé. Je me souviens, j'avais été très frappé d'assister à un colloque en 2021 où intervenaient des DRH de grands groupes et qui exprimaient presque tous, sauf un, la volonté de revenir au temps d'avant, de revenir en 2019 au niveau de la gestion des ressources humaines et la quasi-impossibilité de le faire sans conflit majeur. Et ça, c'est sans doute pas irréversible parce que les représentations sociales peuvent bouger, mais très concrètement, ça devient un problème. Faire revenir les gens au travail, ça n'est plus une évidence, c'est une difficulté à négocier. Et on constate également l'érosion de la notion de carrière, pas seulement chez les jeunes, mais également chez des personnes plus expérimentées, qui, ayant intégré l'idée sur laquelle l'entreprise ne leur offrait pas une carrière, mais seulement l'espoir d'une carrière si tout va bien, sous réserve de restructuration, d'intervention des fonds de pension américains et de la conjoncture internationale, et bien, en contrepartie, l'engagement attendu n'est plus disponible. Et les pays les plus frappants à cet égard sont en Asie, où la notion du dévouement, donc l'engagement poussé à l'extrême, au bénéfice de son employeur était un principe très fort d'organisation sociale, ce que les Japonais appellent le salaryman, celui qui, par son statut dans l'entreprise, définit la totalité de son statut social jusque dans l'organisation de ses loisirs, avec notamment le principe connu de tous ceux qui visitent le Japon du pot obligatoire après le travail, quitte à s'endormir sur la table parce qu'on n'a aucune envie d'y être et qu'on a trop bu, mais avec la honte de partir avant que ne parte le patron. On voit au Japon, comme en Corée, s'effriter ce modèle. En un mot, la société industrielle et son mode d'organisation du travail, c'était du point de vue macro-sociétal un pacte qui apparaît aujourd'hui rompu par la mondialisation, rompu par la technologie, rompu par la cupidité des élites qui s'enrichissent sur le dos des gens ordinaires, et rompu tout simplement par la stagnation salariale, qui est le reflet le plus concret au quotidien de tout cela. Donc, l'entreprise n'est pas close, l'entreprise est ouverte sur la société, toutes les transformations de la société se retrouvent dans l'entreprise, c'est une banalité, c'est une évidence, mais l'entreprise n'est pas toujours outillée pour tenir compte de l'impact qu'a sur elle, et notamment sur les enjeux techniques, fonctionnels de gestion des RH, les implications de ces transformations sociales qui remettent en cause son principe d'organisation hiérarchique, verticale, qui remettent en cause la nature des aspirations que celle-ci prétend proposer à ses parties prenantes salariées, quel que soit exactement le statut de leur contrat de travail, avec une certaine garantie de salaire et de statut au cours du temps en échange d'un engagement. Et puis la nature même de l'engagement, donc de l'identité des personnes qui, longtemps définie par le travail, de plus en plus se définit, et pas seulement chez les jeunes, presque contre le travail, comme si le travail était ce dont il fallait s'échapper pour devenir enfin quelqu'un. Comment on gère ça en tant que DRH? Et il me semble, et ça, on va en parler maintenant avec Pierre, d'une part que ces enjeux qui peuvent apparaître abstraits sont en réalité hyper concrets au quotidien dans la gestion d'une entreprise, qu'on soit DRH ou qu'on soit manager avec des équipes à gérer. Et d'autre part, et ça Pierre va en parler, que les outils de la confiance que propose Trust Inside à partir du modèle de l'arbre de confiance offrent un certain nombre de clés d'interprétation de ces phénomènes de transformation et de la manière dont on peut y répondre en entreprise, qui présentent à la fois pour nous, Trust Inside, qui accompagnons, et pour les entreprises que nous accompagnons, un intérêt considérable. Eh bien, écoute, un grand merci, mon cher John. Merci de ta riche intervention. D'abord, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. C'est bon? Voilà. Eh bien, écoutez, c'est déjà une bonne chose. Alors,
merci vraiment d'avoir vraiment partagé en quelques mots, en quelques minutes, évidemment, je dirais la substantifique moelle de ta réflexion sur ce vaste sujet, euh, qu'est que sont les transformations sociales et liées aux ressources humaines, dans le cadre des ressources humaines, des entreprises, des organisations. Alors, pour faire et tu as évoqué à la fin de ton propos, effectivement, notre modèle qui nous réunit de l'arbre de confiance et du sujet de la confiance. Alors, je dirais que l'un des termes que tu as employé vers la fin de ton propos, c'était cette notion de pacte social que représente finalement l'entreprise dans laquelle s'engagent des salariés, des jeunes, des équipes, des dirigeants. Donc, cette notion de pacte social, par définition, la notion de pacte renvoie quelque part à la notion de confiance. Un pacte, c'est une notion c'est un outil de confiance qui réunit des personnes. Et ce pacte, aujourd'hui, effectivement, comme tu l'as dit, il est sinon brisé, il est sérieusement fissuré. Et l'enjeu, c'est comment le retrouver. Et notre prisme, notre conviction qui nous réunit, toi, moi, mais aussi, j'ai le plaisir je fais un petit salut amical à, Henri Van Elvik qui est avec nous et qui est aussi associé chez Trust Inside et qui est un ancien patron des sciences humaines et patron de l'éthique et de compliance du groupe Sodexo, mais aussi mon ami Angélique Sanzé qui a mis en place l'arbre de confiance dans un établissement scolaire dont elle était la principale du collège Robespierre à Goussainville. Donc là, on a autour de la table des personnes qui ont vécu de l'intérieur cette dynamique de confiance et qui qui n'hésitent pas à s'exprimer, bien sûr, tout à l'heure. Alors, simplement, ce que je voudrais donc dire, c'est que notre conviction, effectivement, c'est que ce pacte, si on veut le recréer, ce pacte social dans l'entreprise, repose pour nous sur le fait d'arriver à activer les outils, les leviers de la confiance. Parce que sans confiance, il n'y a pas de pacte. Sans confiance, il n'y a pas d'engagement. Euh, euh, voilà, il n'y a pas de mobilisation, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de conduite du changement qui soit possible, ou en tous les cas qui soit possible dans de bonnes conditions. Ça, c'est notre conviction intime. Simplement, le problème de la confiance, c'est que jusqu'à présent, chers amis, je pense que n'hésitez pas à me contredire si vous n'êtes pas d'accord, mais cette notion de confiance restait une notion extrêmement floue, conceptuelle. Voilà, faites-moi confiance, je vous fais confiance, tout le monde se fait confiance, mais ça restait une notion extrêmement impalpable. Or, un médecin, quand il a un patient face à lui, bah, il prend sa température parce qu'il a un thermomètre, il prend sa tension, il fait éventuellement des examens biologiques pour être capable d'identifier où se situe le problème. Et c'est à partir de là qu'il arrive à proposer un traitement adapté à son patient. Et ben, c'est la même chose là, dès lors qu'on considère que, si on considère que la confiance s'est délitée dans l'entreprise et qu'elle a plutôt laissé la place aujourd'hui à une sorte de méfiance généralisée, voire même parfois de défiance, c'est ce qu'évoquait John, les jeunes qui finalement ne font plus confiance à leur entreprise, qui ne veulent plus entrer dans une entreprise dont ils ne partagent absolument pas les valeurs. Donc, il y a une vraie défiance à cet égard-là. C'est très compliqué donc d'agir et de réussir quoi que ce soit. Alors, si on veut transformer cette méfiance, cette défiance en un retour à la confiance, sur quoi peut-on agir? Donc, nous avons engagé, et c'est ce qui m'a animé depuis une quinzaine d'années maintenant, tout un travail pour comprendre de quoi il s'agissait. Et moi, j'ai lancé en 2012, créé ce qu'on appelle un think tank, un groupe qui a réuni une centaine de personnes de tous horizons socioprofessionnels, qui a engagé 3 ans de recherche et développement pour faire sortir de terre ce modèle que vous avez sous les yeux, qui est l'arbre de confiance. Cet arbre de confiance, comme vous le voyez, il est composé de 7 pièces de puzzle. Et ces pièces de puzzle, eh bien, ce sont ce qu'on appelle, nous, les 7 habitus d'une culture, générateurs d'une culture ou de pratique de confiance. C'est quoi un habitus? Alors, ce mot habitus, c'est le seul mot un petit peu sioux, passez-moi l'expression que je vais employer. Moi, je n'aime pas jargonner. Euh, et donc, mais quand même, ce mot, c'est le seul que je partage avec vous.
qui est un mot d'origine biblique. Il a une consonance latine, mais il est d'origine biblique. Et il a été surtout popularisé depuis plusieurs décennies par un sociologue mondialement connu, Pierre Bourdieu. Vous avez là sa photo, qui est décédé maintenant il y a une vingtaine d'années. Pierre Bourdieu, c'était un sociologue, donc encore une fois connu dans le monde entier, et qui a donné à ce mot habitus le sens suivant. Un habitus, c'est un comportement ou une attitude qui trouve son origine dans un héritage social ou culturel, ou bien dans des croyances. Et nous avons, nous, donc, identifié ce qui nous est apparu comme étant les 7 habitus constitutifs d'une culture ou de pratique de confiance. Alors, je vais vraiment les présenter de manière extrêmement rapide, parce que là, on n'a pas le temps en une heure, bien sûr, de faire tout un séminaire là-dessus. Le premier en haut à gauche d'habitus, c'est la co-responsabilité, la coopération et l'émulation. J'insisterai sur le mot de co-responsabilité qui veut dire est-ce que j'ai conscience des conséquences de mes actes sur les autres ou pas. Vous voyez à gauche, en face de chaque habitus, vous allez voir quelques expressions, quelques signaux faibles qu'on entend, que vous avez, vous, certainement, chers amis, entendus dans vos organisations, peut-être même que vous les avez pensés très fort vous-même, et qui renvoient tout à fait à chacun de ces 7 habitus. Là, on travaille en silo, chacun défend son précaré, personne ne prend de risques pour les autres. C'est typiquement des expressions d'un manque de co-responsabilité, de coopération ou d'émulation dans une équipe, ou que ce soit dans une entreprise ou une administration publique, une association, peu importe. Deuxième habitus, l'empathie, la bienveillance, la reconnaissance et l'acceptation de la différence. Cette notion-là, les mots sont plus simples à comprendre, renvoie notamment de manière sous-jacente au rapport à l'ego que chacun entretient. John parlait tout à l'heure de polytechniciens du corps des mines. Alors, je ne veux pas critiquer les polytechniciens, il y a des gens tout à fait formidables et très sympathiques, et même certains sont humbles, ça peut arriver, ça peut exister. Enfin, disons que quand on fait des grandes études, en général, l'ego va avec. On développe un ego très fort. Les jeunes qui sortent des grandes écoles, et pas que de Polytechnique, sont très bons pour ça, pour développer un ego considérable, mais qui peut aller à l'encontre d'un rapport à l'empathie et à la bienveillance, indispensable si on veut générer une culture et des pratiques de confiance. Et ça génère quoi quand il n'y a pas d'empathie, de bienveillance? Le fait que les gens se taisent ou partent sans rien dire, qu'on se dise je ne me sens pas écouté ni compris, et que les profils atypiques soient plutôt mis à l'écart. John l'a évoqué tout à l'heure aussi. John, bien sûr, je t'invite soit à m'interrompre, soit à rebondir rapidement sur ce que je présente là, à l'aune de ce que tu as toi-même évoqué tout à l'heure. Troisième habitus, c'est celui du milieu, l'indépendance de jugement face au conflit d'intérêts ou de valeurs. Ça renvoie cela à la capacité à faire preuve de discernement et de hauteur de vue quand on est confronté à des injonctions paradoxales. Une injonction paradoxale, c'est quand vous avez votre chef qui vous demande quelque chose qui va à l'encontre soit de vos valeurs, soit de ce que vous demandent vos collaborateurs, vos collègues, vos clients. Donc vous êtes pris entre deux feux, vous êtes pris entre le marteau et l'enclume, et ça, c'est terrible, ça peut générer de l'épuisement, de la démotivation, du burn-out et parfois même à l'extrême des suicides. Donc, vous voyez, on me demande l'impossible dans deux directions opposées. Je dois faire des choses que je désapprouve ou me taire. Typiquement, voilà le genre de verbatim qu'on peut entendre. Tout à Cohérence fait. entre Alors, paroles et sur actes. ce point-là, Pierre, Oui, la jonction est parfaite avec certains des points que je mentionnais. Aux États-Unis, après la pandémie, des spécialistes du travail ont formulé l'idée d'une grande démission comme l'une des conséquences de cette rupture pandémique qui a permis à chacun de prendre conscience finalement du fait qu'il ne se retrouvait plus dans le modèle d'entreprise et de travail qu'on lui proposait. Et là, je dois faire des choses que je désapprouve ou me taire ou partir. Et il y a un très célèbre livre de sociologie, si vous ne connaissez pas, je vous en recommande la lecture, d'un sociologue qui s'appelait Albert Hirschman. Je mettrai l'orthographe exacte le, dans le chat dans un instant, qui a écrit un livre extrêmement influent qui s'appelait Exit, Voice and Loyalty. Sortie, voix, loyauté, comme les trois manières pour l'individu de se rapporter à l'institution, qui peut être la société tout entière, la famille, l'entreprise, etc. Et traditionnellement, ce choix, faire des choses que je désapprouve ou me taire, c'était le choix entre parler
et se taire entre voice et loyalty. Ce qui a changé avec la grande démission, qui a été une rupture symbolique, c'est les gens ont toujours démissionné. L'emploi était à bien des égards plus précaire dans les années 60 qu'il ne l'est aujourd'hui, contrairement à ce qu'on croit, notamment dans les milieux populaires. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de chômage. Les gens racontent, les histoires orales sont fascinantes à cet égard. Euh, les ouvriers qui étaient de jeunes ouvriers à l'époque racontent, devenus un peu plus vieux, mais les gens croient qu'on avait une carrière à l'usine. Non, on pouvait claquer la porte du jour au lendemain si le contremaître nous prenait la tête et retrouver un emploi dans les 48 heures. Donc, on idéalise le monde d'avant parce qu'on le reconstruit à l'aune des aspirations qu'on a construites entre-temps. Donc, si on met bout à bout exit, voice, loyalty, sortie, voix, loyauté, on voit à quel point la petite phrase que Pierre a indiquée, qui vient d'un verbatim d'une enquête d'engagement, je dois faire des choses que je désapprouve ou me taire, ou me casser. Et ça, pour la plupart des gens, c'est encore très difficile à imaginer. Démissionner, partir. D'où le fantasme de la rupture conventionnelle qui permet de partir sans être licencié, mais tout en ayant des indemnités attachées au licenciement. Particularité française qui est devenue très populaire, comme le savent tous les DRH. Mais quand même, me taire ou me casser, c'est devenu un aspect un peu nouveau de la situation. Et que les gens claquent la porte aujourd'hui, y compris dans les emplois de col blanc hautement diplômés, comme peut-être les ouvriers claquaient la porte dans les années 60, ça c'est nouveau. C'est une rupture. Une rupture dans la société, mais aussi une rupture dans la gestion de l'entreprise. Pardon, c'est un peu long, mais ça me paraît un point de jonction extrêmement important et hyper concret entre le modèle de l'arbre et ses considérations sur les transformations du travail. Merci, merci John pour ce commentaire précieux. Alors je poursuis avec le passage en revue, le voyage parmi nos 7 habitus. Celui en bas à gauche, donc la cohérence entre paroles et actes, la lisibilité, le respect des règles du jeu, l'honnêteté, l'authenticité, la loyauté. Celui-ci, on peut l'illustrer. Attendez, pourquoi ça passe pas là? Toc. Ah voilà. Ça s'illustre par des propos tels que plus personne ne croit à la vision. Les règles changent selon les personnes. On affiche des valeurs qu'on ne vit pas. Hein, ça, je pense que ça vous parle certainement beaucoup. Ou des règles, voilà, changent selon les personnes, ou les règles sont finalement floues. Les règles du jeu sont pas très claires. Donc, on ne sait jamais de quel côté de la ligne jaune on se trouve. Et ça renvoie de manière sous-jacente cette notion-là, au-delà même de la cohérence entre paroles et actes, il y a de plus en plus important la notion de cohérence entre ce qu'on pense et ce qu'on dit. Quand vous avez un manager, un dirigeant qui dit quelque chose et qui pense le contraire, en général, ça se sent. À moins d'être un comédien professionnel, ça se sent. Et ce qui valait il y a 25, 30 ans, 40 ans, et qui ne vaut plus aujourd'hui, c'est le fait que aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Et quand on dit un truc et qu'on ne le pense pas, généralement, ça va se retrouver dans les réseaux sociaux dans la demi-heure qui suit. Donc les gens sont démasqués, si je puis dire. Et ça, c'est un vrai changement. En haut à droite, pardon, nous avons l'habitus, acceptation de l'incertitude, du risque et de la complexité, qui se traduit par, qui renvoie au rapport au contrôle, voire au surcontrôle. Et surtout quand il y a une situation de crise, qu'elle soit économique, financière, d'hygiène, de sécurité, de ce que vous voulez, eh bien, souvent le management va reprendre d'une main ce qu'il avait lâché de l'autre. On veut tout contrôler, tout verrouiller. Et résultat, on démotive les gens, on les infantilise, on les décourage et on embolise complètement le système. Voilà, vous voyez, des processus interminables, on attend que tout soit certain avant d'agir, une inflation de comités et de reporting tue l'action. Voilà le genre d'expression qu'on entend aussi beaucoup. Alors Alors, là, l'avant-dernier, est-ce que tu me permets un commentaire vas-y. également sur ce point qui me paraît extrêmement intéressant, dans une perspective qui, pour le coup, a une spécificité française. Si on avait à caractériser la situation actuelle de la politique en France, on la caractériserait, je crois, de manière assez précise
par le choc frontal entre le bonapartisme et la technocratie. Le bonapartisme étant l'aspiration au chef qui, par l'imagination, la puissance du verbe et l'équation personnelle, refait le monde à l'image qu'il souhaite. Selon la célèbre phrase de Hegel à propos de Napoléon, justement, en 1805, l'esprit du monde à cheval. Il y a une aspiration à ce type de verticalité où le chef transforme le monde par la magie du verbe et de la raison. En même temps, personne ne supporte cette prétention à la verticalité absolue. Il y a donc un clivage dans les attentes sociales. Et ça, on le voit, les processus interminables, on attend que tout soit certain, l'inflation de comité, c'est la technocratie contre l'idée de la magie bonapartiste du verbe. Et c'est intéressant de retrouver ce clivage qui fait qu'il y a une sorte de double rejet de l'entreprise. On rejette le chef charismatique et en même temps, on rejette la technocratie qui est par définition ce qui tient lieu de chef charismatique. Okay. Je ne vais pas rentrer plus là-dedans, mais voilà, il y a des éléments de sciences sociales extrêmement intéressants à cet égard. Et comme le montre ce verbatim, c'est hyper concret dans l'entreprise, même si tous les gens n'ont pas ces références en tête. C'est le quotidien de l'entreprise qui est travaillé par ces clivages sociétaux, me semble-t-il. Merci John. Alors l'avant-dernier, Rabitus, en milieu à droite, acceptation du droit à l'échec ou à l'erreur, du droit à la réussite et au bonheur. Alors, on se concentre plutôt souvent sur la première dimension, même si la deuxième est très intéressante aussi. Acceptation du droit à l'échec ou à l'erreur, ça se traduit par quoi? Par on a peur de se tromper, on cache les erreurs, les crises évitables ne sont pas traitées à temps, ce genre de choses. Voilà, ça, cet habitus, il est très fondamental. Alors peut-être parce que j'y suis sensible personnellement, parce que je sais que l'acceptation du droit à l'échec et à l'erreur, à titre personnel, c'est pas mon point fort depuis mon enfance, mais comme beaucoup de Français d'ailleurs, je suis loin d'être le seul du fait de notre culture éducative notamment. Voilà. Et cet habitus, il est pernicieux parce qu'il a beaucoup de conséquences sur les autres. Si les habitus que vous voyez sont présentés sous forme de pièces de puzzle, c'est pas par hasard, c'est pas uniquement pour faire joli, c'est parce qu'il y a un rapport de causalité, un rapport de cause à effet extrêmement puissant, complexe et systématique entre ces habitus. Et quand, dans une culture d'entreprise, vous n'avez pas d'acceptation du droit à l'échec ou à l'erreur, ou qu'elle est insuffisante, eh ben, les conséquences, on les trouve ailleurs. Ça va provoquer le fait que les gens ne vont pas prendre d'initiative, ne pas prendre de risques, ne pas faire preuve de toute la créativité qu'on aimerait qu'ils produisent, ne vont remonter que les bonnes nouvelles. Dès qu'il y a un problème, on va le mettre sous le tapis, et au risque que ça explose quelques semaines ou quelques mois plus tard. Il n'y aura pas d'esprit de co-responsabilité parce que chacun va se renvoyer la patate chaude en disant ah ben non chef, c'est pas moi, c'est celui d'à côté là, c'est l'autre service là qui est responsable du problème. Voilà. Et maintenant le dernier habitus en bas à droite, c'est la temporalité, c'est-à-dire le rapport au temps vu dans ces deux dimensions, dans ces deux acceptions. La première, c'est comment on concilie un projet à court terme avec une vision à long terme. Et deuxièmement, le rapport entre le présent et le passé, c'est-à-dire quel est le poids de la mémoire, de l'oubli et du pardon. Quand vous avez quelqu'un qui vous a fait un sale coup, qui vous a trahi, qui vous a trompé, ça peut être un collègue de bureau, ça peut être un client interne ou un client externe, eh bien, est-ce que vous allez arriver à oublier, sinon à oublier, même si vous n'oubliez pas, peut-être à pardonner, à passer l'éponge pour arriver à reconstruire une relation à peu près correcte avec cette personne? Ou alors est-ce que vous allez comment dire, cacher l'information, tout verrouiller pour surtout ne plus avoir le moindre lien avec cette personne, au risque de poser un problème dans la réussite des projets qui vous oblige à travailler avec ces autres personnes. Vous voyez? Donc là, ben, on a alors quelques expressions. On a oublié pourquoi on avait lancé ce projet. Parce qu'on a une espèce de truc à long terme, mais on ne sait pas à quoi ça se raccroche dans le court terme. On réinvente ce qu'on a déjà tenté. Mémoire blessée, jamais digérée. Voilà, enfin, différents types d'expressions autour de cet habitus. Voilà. Alors, je vais
pas aller plus dans le détail là-dessus. Je vais simplement vous dire que de cet arbre de confiance, qui est sorti de terre en 2014, hein, donc ça fait, oui, une bonne dizaine d'années, eh bien, à la demande de clients, le premier ayant été le directeur des services RH de la Poste à l'époque, Jacques Lebeau, je lui rends un salut amical parce qu'on est resté amis depuis, eh bien, il m'avait demandé à l'époque de traduire l'arbre de confiance en un baromètre de mesure de la confiance pour mesurer la confiance de son comité de direction, les 17 membres de son comité exécutif, pour voir quelle était la couleur de cet arbre individuellement et collectivement. Quelle est la couleur de l'arbre d'un COMEX, d'un CODIR, d'une équipe projet, d'une direction, d'une business unit, voire même de toute une entreprise. Eh bien, on a créé des outils de mesure, des baromètres qui permettent à partir d'un certain nombre de questions, de produire très rapidement, immédiatement, en temps réel, ces résultats et d'identifier précisément sur quoi on peut travailler. Et je dirais, ben, vous voyez, pas plus tard que lundi, nous étions avec John avec 70 membres, 70, les 70 salariés membres d'une direction des principaux leaders mondiaux du secteur du luxe. Vous voyez, il n'y en a pas 50. C'est un des grands groupes français présents dans le monde entier, très connu, qui a fait appel à nous. Pourquoi? Parce que, tout à l'heure, John parlait d'engagement. Eh bien, justement, dans ce groupe, comme dans beaucoup d'autres, il y avait eu une étude d'engagement réalisée régulièrement chaque année. Et la dernière étude d'engagement avait montré que dans l'entreprise, et notamment dans cette direction, il y avait un rapport au droit à l'échec et à l'erreur, un droit à l'erreur faible, difficile, et que ça provoquait le fait que les gens n'osaient pas s'exprimer, n'osaient pas partager leurs problèmes, que ça avait un impact négatif sur l'engagement des personnes, sur les initiatives, sur la créativité et tout un tas d'autres conséquences. Et ces études d'engagement, bien souvent, on a cette photographie, on ne sait pas quoi en faire. Il n'y a pas d'action concrète menée après ça. Eh bien, cette entreprise, la RRH de l'équipe, enfin de la direction, a eu l'excellente idée de faire appel à nous via LinkedIn. C'est comme ça qu'elle nous a contactés, elle a entendu parler de nous et elle nous a demandé d'aider à travailler sur le droit à l'erreur et à l'articulation qu'il y avait entre droit et l'erreur et plus globalement la culture de confiance dans cette équipe. Et nous avons ce que je vous dis là, les outils qu'on vous montre là, on les a déployés avec John lundi matin pendant toute la matinée avec ces 70 personnes. On a mesuré le rapport à la confiance de tout le groupe, enfin de toute la direction, des 70 personnes. Ça a donné cette couleur. Vous voyez, là, tout ça est totalement anonyme, je ne dis pas de qui il s'agit, donc il n'y a pas de problème. Et ensuite, on a pu même faire voter les personnes avec des petites gommettes, vous voyez, de manière artisanale, en collant des posters sur le mur. À gauche, c'est l'arbre de confiance individuel de chacun. Et avec les petites pastilles rouges et vertes. Rouge, c'est là où les gens se sentent le moins bons, si je puis dire, et les vertes, là où ils se sentent le meilleur. Et ça montre tout de suite une photographie globale des habitus sur lesquels il y a visiblement un souci à titre personnel. Et à droite, un souci au niveau de l'équipe entière, du collectif. Et c'est souvent pas les mêmes. Là, les couleurs se ressemblent pas mal, mais ce n'est pas toujours le cas entre l'arbre individuel et l'arbre collectif des personnes. Donc, une fois qu'on a identifié précisément, qu'on a pu mesurer le rapport à la confiance grâce à cet outil, eh bien, on est capable de faire travailler, d'identifier des sujets phares. Là, c'était des questions de test and learn, d'apprendre à dire non, hein, droit à l'échec ou à l'erreur, d'accepter l'imparfait. Là, ça renvoie au rapport à l'habitus sur l'incertitude et au risque, à parler de ses doutes. Là, on revient au droit à l'erreur, à la question des rétex, des retours d'expérience, clarifier les rôles et responsabilités. Là, c'est cohérence entre paroles et actes. Vous voyez, donc ça renvoie aux habitus. Et voilà, donc on a un certain nombre de recommandations. Là, je n'ai pas le temps, parce que je regarde l'heure qu'il est, je ne voudrais pas trop déborder, 19h45, je vais m'arrêter là. Pour l'instant, avant de vous montrer un petit peu les actions que nous menons et les outils que nous déployons et que nous pouvons vous proposer de déployer vous-même. Mais je voudrais m'interrompre là, pour l'instant, afin de passer la parole à celles et ceux d'entre vous qui êtes avec nous. On est un petit groupe, mais donc, moi, je vous invite. Je vois Madame Bariza. Alors, Angélique, je te connais. Je vois Madame Rachel également. Monsieur Henri,
je ne connais que toi, si je puis dire, mais, et Angélique aussi, bien sûr. Donc, enfin bref, vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus. Qui voudrait dire un petit mot? Moi, j'aimerais bien entendre Henri s'il souhaite s'exprimer parce que vu ta carrière et tes responsabilités, ton éclairage serait tout à fait intéressant dans le groupe dans lequel tu as œuvré. Euh, qu'est-ce que tu en penses de cette articulation entre les transformations générales de la société et les transformations du monde du travail dans l'entreprise? Est-ce que tu as envie de partager ton point de vue? Toi, en tant que, Je- voilà, ton expérience chez Sodexo, une longue partie de ta carrière dans le groupe Sodexo. Est-ce que vous m'entendez? Très Oui, très bien. bien. Non, non, merci John et Pierre. Et effectivement, je crois que ça a éclairé pour les gens qui connaissent pas l'arbre de confiance. Mais de mon point de vue, et pour la petite histoire, j'ai rencontré Pierre il y a plusieurs années de cela, où j'ai découvert l'arbre de confiance. J'étais encore en activité dans une entreprise. Et autant je ne dois pas être convaincu de l'importance de la confiance, mais quand j'ai découvert l'arbre de confiance et la manière de mesurer, ça aurait été extrêmement utile dans toute ma carrière. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand on travaille comme moi dans plusieurs pays multiculturels, responsabilité de pays opérationnels, fonctionnels, j'ai travaillé aussi dans les ressources humaines, les enquêtes d'engagement. Effectivement, tout ça peut être une aide extraordinaire, et par exemple dans des projets d'acquisition, dans des grands projets de transformation. Utiliser l'arbre de confiance pour mesurer, pour savoir un peu où on en est, quelle est la culture de l'entreprise avant de s'aventurer dans des gros projets, c'est fondamental pour moi. Donc je ne dois pas être convaincu quand j'ai découvert et rencontré John et Pierre. Et j'encourage effectivement tous ceux qui découvrent maintenant l'arbre de confiance. C'est un outil extraordinaire parce que souvent les gens me disent confiance, oui Henri, et je dis toujours, mais attends, je n'ai pas fumé la moquette, hein. Je suis suffisamment réaliste de comprendre la réalité des affaires, qu'on doit être performant, qu'on doit être profitable, la rentabilité de l'entreprise. Mais le mesurage de cette confiance, utiliser ça pour des gros projets, mais pas que. Je crois aussi que des entreprises peuvent bénéficier des formations en amont, des formations, de former les jeunes dans cet arbre de confiance pour les aider à vraiment avancer et gérer leur carrière. Et ça peut être un win-win pour l'entreprise et pour les employés. Voilà, in a nutshell, mon expérience moi-même et ma passion pour le sujet. Merci, merci mon cher Henri. Et effectivement, je confirme ta passion, ton engagement et toute la confiance que j'ai à ton égard, parce que tu nous l'as mise en nous aussi. Et je sais à quel point ce sujet, bah, te parle et tu as une expérience internationale. Tu as œuvré aux États-Unis, tu as œuvré en Afrique. Donc, il n'y a pas qu'en France hein, que tu as travaillé de manière très opérationnelle. Donc, merci de tes propos. Là, est-ce que Madame Bariza, par exemple, voudrait dire un petit mot? Oui, Je ne connais bonsoir. pas Madame Bariza. Oui, Qui bonsoir. êtes-vous? Qui Je ne es-tu? sais pas si vous m'entendez bien. Oui, très bien. Voilà. Alors moi, je suis coach de formation et j'accompagne des personnes dans le cadre, le cadre de leur vie privée. Cependant, j'ai remarqué avec des clientes que leur relation, enfin leur manque de confiance en elles-mêmes dans leur vie privée impacte directement sur leur vie en entreprise et notamment leur difficulté à manager des équipes. Je pensais justement, lorsque John m'a proposé de vous suivre là maintenant, de vous écouter, je me dis que ça peut être une introduction intéressante pour ces personnes, mais que cet outil soit intégré dans les entreprises où elles travaillent. Maintenant, ma question est la suivante. Comment, moi, en tant que coach,
puis-je inciter ou encourager ces personnes qui n'ont pas le pouvoir de prendre des décisions, puisqu'elles ne sont ni DRH, ni autres, qu'elles sont managers à des niveaux plus ou moins importants selon la structure des entreprises où elles travaillent. Comment puis-je inciter, enfin pas inciter, mais vous mettre en contact peut-être avec ces personnes et leurs entreprises? Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là et je suis assez interrogative. Enfin, je ne suis pas très claire, hein, je vous prie de m'excuser. Non, non, pas du tout. Vous êtes, Barisa, merci merci de votre intervention et de votre question, de votre questionnement. Alors, ça me renvoie à deux ou trois points de réponse. Le premier, c'est que là, vous parlez d'abord de personnes qui manquent de confiance en elles, y compris à titre personnel. Oui, Moi, je me rends compte on sait, il y a une articulation très forte entre vie personnelle et vie professionnelle. On ne peut pas dissocier les deux en réalité. On aimerait bien, mais enfin, la réalité, c'est que l'état d'esprit dans lequel on est à titre personnel impacte l'état d'esprit qu'on a dans sa vie professionnelle et réciproquement. Hier, j'ai engagé la première étape d'un coaching d'accompagnement d'une nouvelle praticienne de la confiance accréditée, qui va être accréditée à l'issue de son parcours via notre plateforme de e-learning, et je vais y revenir parce que c'est un élément de réponse à votre question. Et bien cette dame je fais ce coaching à distance, elle est très loin, elle est en Afrique là actuellement, c'est une dame française. Eh bien, elle s'engage dans un nouveau déménagement avec une nouvelle prise de fonction. Et dans la discussion qu'on a eue, j'ai bien vu que dans les acteurs de la relation de confiance qui la concernent, il y a la confiance avec elle-même, mais il y a aussi, par exemple, la confiance dans son couple. Le fait de déménager brutalement, en plus en très peu de temps, d'un pays à l'autre, prendre des nouvelles fonctions, ça a des incidences sur la relation familiale. Et cette relation familiale peut impacter positivement ou négativement sur la qualité d'une prise de fonction dans un nouveau poste pour quelqu'un. Donc, tout ça est très lié. Alors maintenant, pour répondre plus précisément à votre question, j'aurais envie tout simplement de vous dire, et là, je vais revenir à mon écran que je vais repartager. Je vais revenir là où j'en étais. Voilà, c'est bon. Vous voyez bien l'écran de nouveau? oui. Si tout va bien, je vais passer. De toute façon, hop là. Zut. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça me met sur cet écran-là, qui n'a absolument rien à voir avec ce que je voulais montrer. Voilà. Attendez, pardon. Désolé. Bon. C'est pénible. Attendez, excusez-moi, je vais recommencer. Faire ma petite manipulation là. Je ne suis pas le roi de l'informatique, hein, je tiens tout de suite à le préciser, si vous ne vous en étiez pas rendu compte par vous-même. Voilà. Bon, donc je vais avancer rapidement d'un écran à l'autre pour répondre à votre question, Barisa. Voilà, bon, je passe, voilà. Alors, nous avons sorti très récemment, là, à l'occasion du dernier webinaire pour inviter Thierry Boiron, là, c'était il y a 3 semaines à moi, notre plateforme de e-learning qui s'appelle l'Académie de la confiance. J'ai par ailleurs sorti un livre qui s'appelle Le chemin de la confiance, qui est disponible sur Amazon.fr et Amazon.com, en français et aussi en anglais. En anglais, le livre s'appelle The Path of Trust. Et j'allais dire, pour un premier niveau d'appropriation de la démarche et du contenu, pour aller plus loin que tout ce que nous pouvons nous dire là déjà aujourd'hui, je me permets de vous inviter en toute immodestie à vous procurer le livre. Ensuite, la plateforme de e-learning, e-learning.trustinsight.fr, vous donne accès à plusieurs niveaux pour vous-même, Barisa, en tant que coach professionnel, mais aussi de vos propres clients, entreprises, managers et autres, selon le niveau d'appétence et d'envie d'engagement
des uns et des autres. Alors, je vais commencer par le niveau 3, en fait. Vous voyez, le niveau 3 à droite de cette plateforme de e-learning, c'est leadership de confiance et performance collective destiné aux devenez praticiens de la confiance. Les praticiens de la confiance, ce sont exactement votre profil, si je puis dire, Barisa, des coachs professionnels, des consultants, des formateurs, médiateurs, enseignants. Je parle au chef d'établissement, je pense à Angélique qui est également présente avec nous là aujourd'hui. Ce sont donc des professionnels de l'accompagnement humain au sens large du terme. Ça peut être des DRH aussi, des RRH, qui ont envie de renforcer leur outillage, si je peux utiliser ce terme, en matière de confiance, de devenir vraiment des professionnels du déploiement de la mesure et de l'action sur la confiance auprès de leurs clients, que ce soit à titre individuel ou collectif, que ce soit à titre personnel ou professionnel, ou les deux. Donc là, il y a un accès à tout un contenu pédagogique, il y a un accompagnement par des professionnels, à commencer par moi-même, et ça peut être d'autres praticiens professionnels, praticiens de la confiance accrédités, parce qu'à l'issue de cette formation, vous obtenez une accréditation, praticien de la confiance, et ça vous donne surtout l'accès et une licence annuelle aux outils que sont l'arbre de confiance, les baromètres de confiance managériaux ou autres, éducatifs, pour les parents, pour les enfants. Il y a toute une série de baromètres, et il y en aura d'autres à l'avenir qui vont arriver. Et ça vous donne accès aussi à une communauté de praticiens avec lesquels vous pouvez partager et vous enrichir de l'expérience des autres et faire partager la vôtre aussi. Donc, ça, c'est le niveau 3. Et voilà, donc, une fois que vous avez ces outils-là en tant que praticienne, eh bien, par définition, avec la licence dont vous bénéficiez, vous pouvez l'utiliser avec vos propres clients. Ensuite, ma recommandation, elle est que l'idéal, c'est que, et ça, je pense ça revient un peu, enfin, ça rejoint, je crois, un petit peu l'idée que vous exprimiez, c'est que pour éviter d'être dans une tour de Babel, si vous-même êtes porteuse de l'arbre de confiance et de son modèle des habitus, etc., et de tout ce qui va avec, le mieux, c'est que vos interlocuteurs parlent la même langue que vous, comprennent, être une même clé de lecture de tout cela. Ce qui veut dire que vous pouvez, et nous vous invitons, nous vous encourageons à promouvoir auprès de vos publics qui ne sont pas forcément eux-mêmes des professionnels de l'accompagnement humain. Je ne parle pas des services RH ou formation ou autres des entreprises, mais des managers classiques ou des collaborateurs, des salariés. Ce n'est pas des professionnels de l'accompagnement humain, mais en revanche, ils peuvent accéder via cette plateforme au niveau 1 de la plateforme, qui est la découverte des 7 habitus. Il y a toute une série de vidéos, je précise, dans lesquelles on me voit expliquer chaque habitus de manière approfondie. Et voilà. Et donc, il y a ce niveau, qui est un premier niveau d'accès qui peut permettre à tout un chacun de se sensibiliser à cela. Et ce qui vous permet à vous, en tant que praticienne, coach professionnel, finalement, d'aller beaucoup plus vite parce que vous parlez la même langue, quelque part. Donc, vous arrivez à aider la personne à progresser sur les ressorts de la confiance sur laquelle cette personne a le plus de faiblesse, peut-être, ou de points d'amélioration. Et il y a un niveau intermédiaire, tisseur de confiance au milieu, qui est pour des opinion leaders, des leaders d'opinion, des managers, des dirigeants, mais pas forcément des professionnels de l'accompagnement. Donc, il y a un niveau un peu plus approfondi. Là, je m'y attarderai si vous me le demandez, mais je ne vais pas prendre plus de temps à ce stade-là. Voilà, j'espère. Est-ce que j'ai à peu près répondu à votre question à ce stade? Oui, très bien, Pierre, je vous remercie. Voilà. Alors, vous voyez, je vais prendre ma casquette de chef d'entreprise et premier commercial de ma propre entreprise pour dire que, vous le voyez, puisque vous faites partie, Barisa, avec quelques autres personnes de cette session, et je vous remercie de nous avoir rejoints et accordé ce temps, eh bien, en guise de remerciement, on vous fait une offre commerciale, je dirais, sans équivalent si vous étiez amené à prendre rapidement, dans les jours qui viennent, une décision ou vous engager sur l'une ou l'autre de ces formules. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions, des uns ou des autres?
parmi nos participants. Je reviens là. Alors, Angélique. Rachel, est-ce que Madame Rachel, que je ne connais pas, voudrait nous dire un petit mot, qu'elle se présente et qu'elle nous dise ce qui l'amène chez nous ce soir, dans notre bonne auberge, si je puis dire. Merci beaucoup, bonsoir à tous. J'ai vu la publication sur Facebook et ça m'a beaucoup intéressée puisque j'évolue en quelque sorte dans l'économie verte. Je suis dans la valorisation des déchets en ressources, voilà, en énergie. Et le sujet m'a vraiment interpellée. Pourquoi? Parce que en même temps, j'ai justement rencontré des difficultés de confiance dans mon équipe. Rencontrer, Personnellement, pardon? déjà, des difficultés justement Oui. de confiance dans mon équipe. Je ne suis pas en France, je suis en Afrique, en RDC. Et j'étais vraiment intéressée parce que c'est vrai que j'ai quand même un bac+5 en gestion des ressources humaines, mais j'ai pas exercé, malheureusement. Et voilà, en même temps, je n'ai pas pu développer des compétences en ce sens. J'ai des notions, mais bon, j'ai pas beaucoup travaillé hein, en fonction de ce diplôme-là. Et personnellement aussi, j'ai constaté que j'avais des problèmes de confiance en soi. Pourquoi? Parce que j'ai cumulé beaucoup d'échecs durant mon parcours entrepreneurial jusqu'à la création d'entreprise. Et du coup, ça fait que je commence à transmettre hein, ce manque de confiance à mon équipe. Je commence à, d'une certaine façon, moi-même, je l'ai constaté, mais voilà, il y a un problème. Pour faire simple, il y a un problème. Et j'ai vu les offres, j'ai fait des captures d'écran pour garder tout ce qui était adresse et tout. Que je vous reviendrai avec beaucoup plus de détails, avec plus voilà, d'informations comme ça. Vous saurez un peu m'orienter sur les outils ou peut-être la formation déjà pour commencer, une formation pour moi-même d'abord et après essayer d'engager aussi mon équipe dans le process. C'est vrai que bon, les conditions, tout ce qui est environnement diffèrent, mais je pense que nous rencontrons de façon générale les mêmes problématiques, les mêmes difficultés. Et moi, personnellement, je suis intéressée. Donc, je n'ai pas voulu parler, mais comme vous m'avez passé la parole, donc je l'ai Ben, fait. Donc, voilà, je veux vous contacter après. eh ben, écoutez, ma chère Rachel, merci de votre confiance et merci aussi de votre participation. Mais vous voyez, vous êtes tombé, là aussi, si je peux rester dans la bonne auberge, Mhm. vous êtes arrivé là où il fallait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant via les réseaux sociaux ou autres, mais en tous les cas, sachez que Trust Inside et moi-même notamment, avons travaillé très intensivement sur la question de la place de la confiance dans la transition écologique au Cameroun. Ah, Ces, voilà. ces 3 dernières années, j'ai passé 80% de mon temps au Cameroun, entre Yaoundé, où j'étais basé, et où j'ai encore une petite équipe. Il y a une équipe Trust Inside Cameroun, imaginez-vous. Wow. Et donc la France, où est le siège de Trust Inside, il y a une filiale Trust Inside Cameroun, et nous avons travaillé, et John avec moi, et notre petite équipe camerounaise, pour le compte de l'ambassade de France au Cameroun pendant 1 an et demi, 2 ans. Là, aujourd'hui, cette mission d'1 an et demi, 2 ans sur le déploiement de la transition écologique au Cameroun et notre rôle dans le consortium organisé par l'ambassade de France, eh bien, notre rôle était justement d'apporter les outils de la confiance pour faire en sorte que les porteurs de projets de transition écologique, que ce soit sur les déchets plastiques, les problématiques Exactement. d'inondation, de déforestation, d'urbanisation, d'énergie renouvelable, etc., et aussi insuffler un esprit d'entrepreneuriat jeune autour de l'économie verte, et ben, tout ça bénéficie de la confiance ou se fasse avance plus vite et mieux par une culture de confiance et des pratiques de confiance entre tous les acteurs de la transition écologique. Donc,
vous êtes arrivé au bon endroit. Et effectivement, oui, je ne suis jamais venu en RDC. Je suis allé au Gabon, je suis allé en Centrafrique, et voilà, mais pas en RDC. Mais en tous les cas, ne serait-ce que déjà en distanciel, avec notre plateforme de e-learning, si vous étiez amené à vous former selon l'une des différentes, les différents niveaux, 1, 2 ou 3, qui vous convient le mieux, soyez certaine qu'on vous aiderait à appliquer cela à votre sujet. C'est quelque chose que l'on connaît très bien, quoi. On a même des baromètres de confiance en transition écologique spécifiques dans ce domaine-là. D'accord. Et Donc, je vous j'ajouterai un m'enverrai. tout petit point. Oui, Je suis ravi, Rachel, de voir que la diffusion des informations sur les activités de Trust Insight, dont ce webinaire, à travers les différents groupes Facebook orientés sur le développement durable, porte ses oui, fruits. Nous sommes convaincus oui. avec Pierre qu'il y a des liens vraiment très étroits entre nos outils et les questions de développement durable, de transition écologique sous toutes leurs facettes. Et bah voilà, comme quoi Facebook, ça marche aussi. Il n'y a pas Ça que marche. LinkedIn dans Voilà. la vie. Et puis, Exactement. voilà, et John, entre parenthèses, j'ai oublié de le dire, hein, on a parlé de sa casquette sciences humaines et sociales ce soir, hein, c'était l'objet, mais il en a une autre qui, enfin, les deux se croisent quelque part un petit peu, mais enfin, il a une expertise développement durable, RSE, énergie renouvelable, enfin, tous ces sujets-là Oui. extrêmement forts. Ça occupe pas mal des jours de sa semaine à lui. Il est très légitime et très réputé sur ces questions-là, une très grande valeur ajoutée sur ces questions de RSE et de transition écologique, hein. Ça, il faut le savoir. Donc, en travaillant avec nous, vous bénéficiez, je crois, d'une équipe qui connaît, enfin, voilà, qui connaît non seulement la confiance, mais aussi la transition écologique et tout ce qui va avec. Oui, oui, c'est très bien ça. Ça m'évitera d'être un peu perdue parce que en même temps, c'est vrai, on aborde des questions de façon générale, mais si en plus de ça, j'arrive à trouver des experts comme vous, justement, déjà, je vous ai trouvé, qui arrivent à concilier tout ce qui est transition énergétique, tout ce qui est économie verte et tout ce qui est confiance. Donc, moi, je pense que ça marche. Ça marche d'ailleurs très bien pour moi. Et Bon, bah d'ailleurs, écoutez, c'est intéressant, et effectivement, il faut qu'on arrête. Les gens nous quittent par la force des choses à cause de l'heure. Mais Pierre, et là c'est pour Rachel notamment, Pierre a fait référence au projet que nous avons mené au Cameroun. Et ce qui était intéressant, c'était de voir ce qui ressortait des consultations sur le terrain avec des acteurs de la jeunesse et de la société civile dans les différentes régions du Cameroun. Et parmi les priorités euh, de, euh, de la transition écologique vue depuis le terrain, donc pas vue depuis le gouvernement ou les instances internationales, moi j'ai été frappé par trois choses et vous allez voir pourquoi je fais cette remarque. La première, c'était la vulnérabilité face à l'eau, que ce soit les intrusions océaniques ou des inondations. La deuxième chose, c'était les enjeux agricoles, y compris en rapport avec la forêt, et j'imagine que vous retrouvez ça également en RDC. Et Oui, la oui, troisième oui, chose, c'était les exactement. plastiques. La question de la gestion de la pollution plastique comprend bien sûr la question de la valorisation énergétique du plastique, avec ce que ça implique de bonne gestion de la combustion. C'est venu de nos réunions de consultation comme un enjeu majeur pour les jeunes qui souhaitaient devenir entrepreneurs, comme vous, Mm, mm. euh, de la transition écologique, parce que le plastique, c'est valorisable et il y en a partout et ça pollue partout. Donc, faire la jonction entre les deux, bien collecter pour bien valoriser, c'est exactement ce que les jeunes Camerounais également veulent faire comme entrepreneurs. Par contre, et ça serait toute une autre discussion, ils ont du mal à trouver des capitaux, ils ont du mal à trouver des partenaires, ils ont du mal à être reconnus comme des acteurs légitimes de cette transition. D'accord, merci beaucoup. voilà. Donc, ma chère Rachel, à ta disposition pour avancer ensemble aussi, hein. Voilà, tu as nos coordonnées, je crois. Alors, je me permets le Oui, tutoiement. Tu ne m'en veux oui, pas? bien sûr, non, non, pas du tout.
Hein, moi, j'ai pris l'habitude, là, au Cameroun, hein, d'être en Afrique centrale, d'être plus dans le tutoiement que dans le vouvoiement. C'est quand même plus agréable. Oui, oui, oui. Ça facilite Voilà, le langage. exactement. Voilà. Donc, nos coordonnées, les voilà. Hein, Pierre@trustinsight.fr ou john.crowley@trustinsight.fr. Avec nos numéros de téléphone sur WhatsApp, +33, j'aurais dû mettre +33 6. Voilà, pour moi comme pour John, sur WhatsApp. Donc, n'hésite pas à nous joindre si tu veux aller plus loin. Et voilà. Et alors, je ne sais pas si dans notre petit comité, Henri s'est exprimé, Rachel. Et voilà. Et alors, je vois Angélique, bon, qui ne s'est pas exprimée, qui est restée très discrète. Alors, peut-être, avant de clôturer notre séminaire, ça m'embêterait quand même de ne pas entendre la belle voix et le bel accent chaleureux et sympathique d'Angélique, pour qui j'ai beaucoup d'amitié, de longue date, et que j'ai revu avec plaisir à L'Isle-Adam, qui est une ville du Val d'Oise dans laquelle elle œuvre, et elle habite et est principale du collège. Donc voilà, je te vois, on te voit. Vas-y, dis-nous un petit mot, ma chère Angélique. Bonjour et bonsoir. Je suis contente de vous entendre. Je suis tout à fait d'accord avec John pour le manager parce que moi, j'ai plusieurs casquettes. J'ai un personnel de 100 personnes à manager et je pense que la confiance, c'est l'habitus les plus, pour utiliser tes termes, les plus importants. Instaurer la confiance dans le management, c'est essentiel à notre époque parce que moi, j'ai vu aussi que les jeunes professeurs sont très fragiles. Ils ont besoin de plus d'accompagnement qu'il y a 20 ou 30 ans. Donc là, vraiment, ça devient indispensable d'accompagner ces jeunes professeurs avec tous les habitudes de l'arbre. Mais à l'éducation aussi, l'arbre de confiance est plus que nécessaire. Si j'étais ministre de l'Éducation, j'aurais fait une discipline, enseigner la confiance à tous les élèves, voilà. Parce qu'on voit que les enfants développent de plus en plus de problèmes de santé mentale. Et quand on creuse un peu, c'est le manque de confiance en eux, le manque de confiance dans les relations familiales. Et quand j'utilise ma méthode on a pratiqué, Pierre, ensemble, j'ai toujours d'excellents résultats, tant au niveau de la motivation des élèves, contre la violence, des enfants qui étaient vraiment d'une violence extrême, qu'à la fin de l'année, ils sont venus me remercier pour leur changement au niveau personnel. Donc, vraiment, la confiance, c'est à tous les niveaux. Et voilà, merci de m'avoir initié dans ce monde de confiance. Voilà. Eh ben, merci, ma chère Angélique, de ton témoignage. Et je me souviens, comme si c'était hier, avec émotion, du jour Oui, où oui. nous avons, après un an de mise en œuvre de l'arbre de confiance dans ton collège, à Ouais. Goussainville, qui était pourtant un lieu à l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui, à L'Isle-Adam, c'est différent, mais à Goussainville, c'est un public effectivement très fragile, très difficile, 80% des enfants issus de l'immigration. Ouais. Eh bien, c'était fascinant de voir l'impact que ça a eu, comme tu l'as dit, Tout sur la à fait. réduction des violences à l'école, y compris de la violence des parents à l'égard des équipes éducatives. Tout à fait, tout à fait. Et on avait fait une magnifique cérémonie à la fin de l'année où on avait planté dans le parc du Oui. collège un vrai arbre que le maire de la ville avait pris grand soin de trouver parce qu'il avait cherché un arbre avec 7 branches, autant qu'il y a Oui. d'habitus de l'arbre. Et des enfants avaient fait des petits speeches magnifiques pour illustrer avec leurs mots des gamins qui avaient quoi, 12-13 ans, Oui. qui avaient exprimé ce qu'était chacun des 7 habitus. Enfin, vraiment, c'était un beau moment. Et il y a encore une plaque commémorative avec Complètement. Oui. le dessin de l'arbre de confiance dans le Oui. parc du collège. Donc Tout ça, à des fait. arbres de confiance. Vous voyez, on va terminer notre webinaire là-dessus en disant que moi, mon rêve, notre rêve, à toutes
l'équipe de Trust Inside, à tous les gens qui sont des soutiens et qui sont engagés comme l'est Angélique, eh bien, c'est de faire de l'arbre de confiance une forêt de confiance. Une forêt de confiance dans les écoles, une forêt de confiance à l'échelle d'un territoire, d'un pays, la France, mais aussi, pourquoi pas la RDC, au Cameroun aussi, où on est déjà présent, et finalement partout dans le monde. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on le voit bien avec l'actualité, Tout à fait. le problème se pose mondialement. Voilà. Donc, en tous les cas, ravi de vous avoir accueilli. Merci de vos interventions à chacune d'entre vous, chacun d'entre vous. Merci aussi à mon cher Henri d'avoir participé avec tes. Là, tu vois, cette fois-ci, la technologie a mieux marché que la dernière fois. Je m'en réjouis, nous nous en réjouissons tous. Et voilà, c'est super. Donc, vraiment, je suis bien content. Et à bientôt, au plaisir. Et avançons ensemble. Merci. Au premier Allez. mercredi de septembre, n'est-ce pas? Oui. Voilà, oui, c'est vrai qu'on on a déjà date, on a déjà pris date avec Angélique où Oui. nous traiterons justement de la confiance dans les relations avec les enfants et leurs parents et évidemment les équipes enseignantes. Tout à fait. C'est un sujet majeur et Angélique est on ne peut mieux placée pour en parler parce que elle pourra en parler en tant que praticienne, elle l'a vécu, elle l'a mis Tout en à œuvre. fait. Donc, ce sera très concret. Allez, bye bye. Merci. Bonsoir. Au Bonsoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Ouais.